L'endurance, l'épreuve référence pour le prestige d'un constructeur. Ce sera la discipline choisie par un nouveau venu français pour se donner une autre image, Matra. « 1964, création de Matra Sport. 11 janvier 1968, présentation à la presse d'un moteur qui allait devenir une légende, le V12. Mise au point également d'un châssis pour accueillir ce fameux moteur. Parmi ceux qui participent au début de l'épopée, Gérard Ducarouge. Pour toute l'équipe, les objectifs fixés par Jean-Luc Lagardère sont clairs. Et Jean-Luc Lagardère, à chaque fois, se fixait un objectif, l'annonçait à l'avance d'une manière très courageuse et essayait de l'atteindre. Donc il avait annoncé « nous gagnerons le Mans » et quand il a annoncé ça, je peux vous dire que ça avait fait sensation parce qu'une voiture française qui essayait de gagner le Mans, ça faisait très longtemps que c'était pour arriver. Et cet esprit d'équipe, cette équipe très soudée, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs et malheureusement, je m'en suis pas tellement aperçu à l'époque parce que ça me paraissait naturel, les choses venaient, bon, fallait se battre, il n'y avait pas beaucoup de sentiments, c'est-à-dire que Jean-Luc Lagardère, tous les ans, nous disait, et on le constatait dans les faits, que si on n'était pas à la hauteur, eh ben, on était viré tout simplement. Aller au bout de ses compétences, parfois au-delà, Pescarolo échappe de peu à la mort avec la 640 en essai privé au Mans. Le Mans, le rendez-vous incontournable, le but à atteindre. Sur le circuit de la Sarthe, le public, toujours aussi nombreux, attend désormais une victoire française. L'équipe à battre de l'époque, c'est Ford, vainqueur en 66, 67, 68, 69, avec X et Rodriguez notamment. La tâche est rude. En 1968, la Matra de Pescarolo et Servoz-Gavin ne gagnent pas, mais le déroulement de la course fait connaître l'équipe française et assure la renommée d'Henri Pescarolo. Souvent, pour des projets ambitieux, ce sont des petites choses qui font clocher tout. Et la petite chose qui a failli faire tout arrêter, c'était tout bêtement un moteur d'essuie-glace qui a grillé dès qu'il a commencé à pleuvoir. Et mon coéquipier, Johnny Servoz-Gavin, qui était pourtant un pilote qui n'avait pas très froid aux yeux, s'est arrêté en disant c'est impossible. Et Jean-Luc Lagardère est venu me réveiller dans la caravane en disant vous voudriez pas essayer par hasard? Et ça me paraissait tellement stupide de faire arrêter, parce que c'était un budget considérable, de faire arrêter une course et une équipe comme Matra pour un moteur d'essuie-glace, que je me suis lancé là-dedans en disant de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je suis un peu pas sûr que je vais sortir de la route, mais on va essayer. Et puis ça a rigolé, tout a rigolé jusqu'au bout. Et à quelques heures de la fin de la course, j'étais deuxième. Et malheureusement, c'est un autre petit pépin qui a fait arrêter. Mais enfin là, c'est un incident de course plus classique. Un pneu qui a éclaté sur les débris de la voiture de Mauro Bianchi et qui a fait arrêter la voiture. Il faut attendre 1972 pour voir la voiture bleue s'imposer. Pesca fait équipe avec le prestigieux Graham Hill. Sur l'autre Matra, François Sever et Howden Gunley terminent deuxième. Nouvelle victoire en 1973 et 1974. Cette fois, Henri est associé à Gérard Larousse. Le retentissement de ses succès est colossal. Matra a gagné en Formule 1, Matra a gagné en sport prototype. Après 124 victoires et 4 titres mondiaux, Matra se retire de la compétition automobile. Fin de l'épopée. C'est la régie Renault qui prend le relais. Première sortie, première victoire à Mugello en Italie, mais là aussi l'apprentissage sera douloureux. Ensuite, ce fut une série de déboires terribles, plus de victoires, des tas de problèmes techniques et à la fois d'intendance. On jouait contre cette voiture, qui était l'Alpine Renault A442. Et bon, il y a les débuts également de la Formule 1. Seulement, le directeur général de la régie Renault, qui est à l'époque Bernard Hanon, donne comme priorité, avant la Formule 1, de gagner Le Mans. Et
peu de temps avant les débuts de la Formule 1, en 77, au Grand Prix d'Angleterre, l'équipe Renault a essuyé un terrible échec au Mans. Ses pistons ont cassé, beaucoup de problèmes, et c'est finalement Porsche qui l'a emporté, avec une voiture moribonde, certes, mais qui l'a emporté. Donc, le challenge est remis à l'année suivante, et en 78, l'équipe Renault gagne enfin les 24 heures du Mans. Et c'est l'équipage Didier Pironi et Jean-Pierre Josso qui réalisent cet exploit. En 1978, la régie met le paquet. Quelques jours avant la course, la mécanique tourne au banc sur 24 heures en simulation à Viry. Le 5e rapport de la boîte de vitesse casse, mais pour le Mans, tout est OK. 4 Renault à moteur turbo sont au départ. L'équipe vedette, Depailler-Jabouille, puis Pironi, Josso, Bell, Jarier et Ragnotti, Fréclin. L'objectif, battre les Porsche. La voiture de Depailler-Jabouille est la plus puissante avec ses 2140 cm3, la plus rapide donc. Mais en ce début de course, les soucis commencent pour la voiture numéro 1. Patrick Depailler détecte des vibrations inquiétantes. Ravitaillement pour la numéro 3, Derek Bell est le seul pilote non français de l'équipe. Il passe le relais à Jean-Pierre Jarier. Dans les stands, la tension monte. La numéro 1 a cassé. Josso et Pironi deviennent donc les leaders. Leur auto est la seule équipée d'une bulle. L'association entre pilotes fonctionne bien. Les 18 arrêts au stand également, puisque la voiture restera 36 minutes au stand, soit 2 minutes par arrêt. L'équipe française est en route pour la victoire. J'avais eu la chance extraordinaire d'être pris dans l'équipe par Gérard Larousse. Et j'ai fait 10 à 12 000 km, je crois, d'essai. J'étais un de ceux qui connaissaient le mieux la voiture. Et la chance, parce que au 24 heures du Mans, c'est ça, il y a la qualité de la voiture, il y a la qualité de l'équipe, il y a tout le travail fourni, mais il y a, je crois, un critère chance aussi qui est capital. Et nous l'avons eu et on a gagné quand même à 210 de moyenne sur 24 heures. C'était extraordinaire. Angoisse pourtant au moment du dernier relais à 14h52 et 24 secondes. L'embrayage surchauffé ne répond plus. Josso devait prendre le dernier relais. Larousse demande à Pironi, exténué, de garder le volant car lui a eu le temps de s'habituer à l'embrayage défaillant. Didier repart à bout de force, mais le triomphe est au bout. Porsche est battu. C'est le délire au Mans. 5 ans après Matra, une voiture française remporte la prestigieuse épreuve. Jean-Pierre Josso est en larmes. Renault a gagné et annonce aussitôt qu'elle se retire du Mans pour privilégier le programme Formule 1. Coup dur pour le sport proto français, même si d'excellents pilotes perpétuent encore la tradition de cette discipline, comme Bob Volek ou Jean-Louis Schlesser. Si les grands constructeurs nationaux délaissent le Mans, un Français amoureux fou de cette épreuve s'accroche. C'est Jean Rondeau. Face aux armadas gigantesques des grands teams, il fait figure d'artisan. Le Mans apparaissait, si vous voulez, comme quelque chose de bien réglé pour Porsche, de bien rodé. Et en 80, il faut dire qu'ils ne se sont pas très bien préparés aux 24 heures. Et là, justement, un jeune Français qui s'appelait Jean Rondeau, qui était un fanin du Mans depuis de nombreuses années, avait mis au point avec, au début, Inaltera, une sorte de voiture de sport fermée, un groupe 6 à l'époque, et qui était entraîné par un moteur Cosworth de Formule 1, préparé pour le Mans et pour l'endurance. Et
Ça a été le grand rêve, bien entendu, puisque les Porsche ont cassé et Rondeau, conduisant sa propre voiture, a gagné les 24 heures du Mans. Le bonheur absolu pour Jean Rondeau, une réussite émouvante. Il est associé à Jean-Pierre Jossot, dont c'est le second succès. Quelques années plus tard, Jean Rondeau se tue au volant sur la route.